Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on accueille monsieur François, aka Monsieur Libre. Et François, il va nous parler immobilier, liberté et gros billets. Pourquoi ? Parce que François, il a un parcours un peu atypique. La rat race a malheureusement pris la fâcheuse décision de le quitter. Mais François a bien entendu su rebondir et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est dans le podcast. Il a su rebondir comment ? Grâce à ses investissements. Ça tombe bien, on parle de ça presque toutes les semaines. Donc, qu'est-ce qu'il a pu faire François ? Il avait déjà des investissements en place qui tournaient. Il est spécialisé en LCD. Maintenant, il a très bientôt 8 LCD, 100% de son parc immobilier locatif. Il est composé de LCD, donc de location courte durée pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Et aussi, il a pu développer des fortes compétences en étant investisseur. Et ça, c'est la leçon que vous allez pouvoir retenir de cet épisode. C'est que vos investissements, ils vous rapportent à la fois grâce aux revenus qu'ils dégagent, donc soit des loyers, des plus-values, des dividendes, des intérêts, quand vous faites du stacking de crypto, que sais-je, mais également les compétences que vous avez développées en investissant, elles ont forcément une valeur. Sauf pour moi qui vous partage tout ça gratuitement. Mais bon, j'en ai d'autres qui me permettent de ne pas mourir de faim. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, la leçon qu'on peut tirer de cet épisode, c'est qu'en investisseur, non seulement on prévoit le futur en termes de revenus financiers, de revenus passifs, mais également de revenus actifs. On avait vu avec Jérôme Rubin, qui avait décidé de quitter son métier d'opticien, dont il avait fait un peu le tour pour justement être dénicheur de pépites dans l'immobilier, à quel point ça l'avait aidé d'avoir déjà des investissements et comment il avait pu se créer en fait une nouvelle activité sur base des compétences qu'il avait pu dégager. Alors voilà, on est ravis d'accueillir François. Normalement, je fais une longue introduction, je vous explique toutes mes actualités et tout ce qui se passe de génial dans la vie du podcast, du Club Invest et que sais-je. Mais en fait, pour rien vous cacher, l'épisode que vous allez écouter, je l'enregistre 2 semaines avant la diffusion. Et pourquoi ? Parce que je pars à l'autre bout du monde, au soleil. Une fois n'est pas coutume. Et je pense que ça va être l'épisode que j'aurais préparé le plus longtemps à l'avance. Donc il aura 2 semaines d'avance. On est le 8 mars, quand vous écouterez Journée de la Femme, et vous écouterez cet épisode à partir du 23 mars. Mais bien sûr, ces conseils sont d'actualité. Pensez fort à moi, je suis au bout du monde, je suis au soleil. Si ça se trouve, je dois même mettre de la crème solaire et de l'anti-moustique. Ma vie est très compliquée et malgré ça, je pense à vous et je vous prépare à l'avance un podcast. Tout le monde sait quand on part aussi longtemps, on a plein de choses à gérer. Et moi, j'ai pris le temps de vous préparer des podcasts d'avance. Comme ça, vous ne serez jamais pris au dépourvu. L'épisode que vous entendrez après celui-là, et je l'aurai enregistré en rentrant. Donc, vous aurez toutes les actualités à ce moment-là. C'est un peu marrant. C'est comme parfois dans les films ou les séries, on voit que les personnes ont fait des lettres à l'univers ou des appels pour avoir la loi de l'attraction, que sais-je. Et après, il regarde le film et il voit ce qui s'était dit plusieurs années auparavant. Alors là, on n'est que 2 semaines auparavant. J'espère, rien ne pas se passer de super life-changing durant ces 2 semaines. Mais le gros événement, c'est que demain, donc le 9 mars, on va diffuser l'annonce pour l'événement IMO. Et j'espère qu'il sera complet à l'heure où vous écouterez ce message. Si ce n'est pas complet, vous pourrez aller bien sûr vous rendre sur le site que j'aurai partagé au préalable et prendre vos tickets. On va bien s'amuser. Ce sera du 13 au 15 mai en Alsace, près de Colmar. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast. J'ai pris un grand plaisir à le faire. Et merci à François pour son temps et pour ses conseils. On se retrouve de l'autre côté avec François. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec François. Donc François, au final, on a pas mal maintenant de contacts en commun via les réseaux et le Club Invest. Donc François, il m'avait été recommandé par Tony dans mon épisode de Noël de rap. Et on a aussi Théo, qui est dans le Club Invest, qui connaît très bien François. Salut François, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Salut Thibaut, ça va super bien. Ça va super bien. Je suis forcément ravi. À chaque fois que j'enregistre des podcasts, je suis ravi. Et aujourd'hui, particulièrement. Du coup, François, pour
pour te présenter, j'aime bien que les invités, ils racontent une première expérience professionnelle, voilà, en lien, donc avec le Bye Bye Patron, comment ça a été avant, et puis après on verra où t'en es aujourd'hui et qu'est-ce qui a changé depuis lors, quoi. Ça roule. Ben écoute, moi si on compte pas les jobs étudiants et les jobs d'été, j'ai eu qu'une expérience pro, une société dans laquelle je suis resté 7 ans. Je suis arrivé en fait dans le cours de mes études. J'ai fait stage, alternance, et puis après j'avais été pris en CDI. Donc c'était dans une start-up qui s'était bien développée, donc j'avais eu la chance d'être un peu au bon endroit en bon moment. Après il y a eu quand même pas mal de boulot, mais ça m'a permis de faire pas mal de choses, d'avoir pas mal de responsabilités. Et je fais plus partie de la société aujourd'hui, parce que c'est un peu mal fini. Je me suis fait licencier pour tout dire. Et il y a une procédure en cours, donc je pourrais pas donner de détails, mais voilà. Donc il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai un peu tout connu sur cette première expérience. Ça a été le Bye Bye Patron, mais pas dans le sens qui est le plus classique du terme. Ouais. Non, c'est la rat race qui m'a quitté. La rat race qui t'a quitté, c'est la boule du hamster qui s'est décrochée de l'axe. Et est-ce que tu peux nous parler juste parce qu'en fait moi je connais pas très bien le monde des startups dans le sens employé, donc j'ai investi dans des startups, mais est-ce que t'es bien payé? Parce que j'avais l'impression, j'avais eu Delphine Pinon, je sais pas si tu la connais, elle a travaillé dans les startups et je trouvais qu'elle était assez bien payée pour une société qui manque de fonds, tu vois. Enfin, je trouvais ça un peu contre-intuitif. Donc, comment est-ce qu'on est payé dans les startups sur base de ton expérience? Ouais, t'as surtout sur Paris où t'as beaucoup de startups qui font des levées de fonds, mais au final qui ont un produit à la base qui rapporte rien. C'est un peu un pari sur l'avenir. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de fonds et ça peut amener à des bonnes rémunérations. Nous, c'était pas forcément, enfin moi personnellement, c'était pas forcément le cas au tout départ. Cependant, comme la société s'était bien développée et qu'elle marchait bien, j'ai pu faire évoluer ma rémunération assez rapidement. Mais t'as un peu ce biais-là aussi avec les startups inverses. C'est que y a pas beaucoup de fonds, on te fait un peu croire que t'es dans une famille, etc. On te met la déco qui va bien, le petit baby-foot, et en fait, la rémunération, c'est qu'un truc parmi tout le cadre. Et je pense qu'on oublie un peu qu'on va au travail pour gagner de l'argent, d'abord pour un salaire et pas pour jouer au baby-foot. Voilà, c'est ça. Et puis le baby-foot, je pense qu'au début c'est cool, et puis après forcément ça perd son intérêt. Mais en fait moi j'avais des cours de gestion du changement là quand j'étais en master, et puis t'avais un des intervenants là, il disait toujours que l'argent c'est le moyen le plus cher de motiver les gens, quoi. Et ça je l'ai retenu, et c'est vrai, tu vois. Ce qu'il disait en fait, c'est humain, tu vois, c'est jamais assez. Enfin après chacun est de son côté, tu vois, forcément, mais c'est jamais assez, c'est jamais quand il faut. T'en as un qui a plus que l'autre, et c'est vrai que quand toi t'es employé et que tu gagnes ton argent, c'est un truc dont il faut bien que tu tiennes compte, c'est qu'il y a au final, nous, on travaille pour gagner de l'argent. Et je me rappelle, moi, quand j'avais mon premier boulot, j'étais auditeur. On en a parlé un peu en off avant là des métiers d'audit. Et moi, j'avais un 13e mois, par exemple, et j'avais même des heures sup qui étaient payées, ce qui était assez rare dans ce métier. Et t'avais une autre boîte qui à Noël offrait un iPad. Donc tu vois, un iPad, c'était quoi, je sais pas, 300, 400 €. Et tout le monde sur la place savait que cette boîte, les gens recevaient un iPad, alors que tu vois, c'était je sais pas, ils devaient être contents, et sûrement qu'ils se pointaient, tu sais, c'était leur nouveau boulot chez leur famille à Noël. Voilà, j'ai eu mon iPad et tout, et c'était super franchement le retour, le cost-bénéfice du truc, il était super intéressant pour la boîte, quoi. Mais faut pas perdre de vue ça. Et après quand t'es investisseur, quand tu vas à la banque, ça pèse pas très lourd le baby-foot. Non. Ouais. Tu mets une page dans le dossier bancaire avec le baby-foot. Ok. Mais après, c'est sûr que t'as toujours de toute façon un rapport de force entre l'employeur et le salarié, parce que le salarié il va essayer de gagner entre guillemets le plus possible en faisant le moins possible, pour schématiser, alors que à l'inverse, l'employeur il va vouloir payer le moins possible pour avoir le meilleur rendement. Donc trouver un accord au final, pour moi il sera toujours temporaire, parce qu'en fait au bout de 6 mois, 1 an, même si t'as une belle augmentation, une belle prime, ce qui était mon cas, t'as toujours ce rapport de force au final. Il faudra toujours t'en faire plus, et toi tu devras toujours gagner plus en faisant moins. Donc tu t'habitues, puis tu t'habitues à tout, faut dire ce qu'il y a. T'as une augmentation, au début t'es content, puis après tu t'habitues. Et après t'as la phrase, c'est if you pay peanuts you get monkey.
Genre, mais je sais pas si elle est vraiment, je trouve qu'elle sonne bien, mais je sais pas si c'est, si c'est vrai, tu vois. Si tu payes en monnaie de singe, c'est peut-être de là que ça vient l'expression. Mais, ok. Et du coup, bah, on peut basculer. On va voir dans un second temps ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est lié à l'investissement et l'immobilier et tout ça. Ouais. Donc, tu peux peut-être nous parler de perso, ta vie d'investisseur, comment elle a commencé, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, comment tu gères ça. Ouais, bah moi j'ai toujours vu mes parents en fait être propriétaires de leur résidence principale. Pas forcément faire des investissements, mais ils avaient changé plusieurs fois de résidence principale, mais toujours en étant propriétaires. Et ça m'avait marqué petit, et je me suis toujours dit un jour il faudra que je sois propriétaire. Et mes parents m'avaient expliqué aussi qu'ils avaient des amis à eux qui auraient pu en fait devenir propriétaires dans leur jeune vie d'adulte, qui l'ont pas forcément fait. Et en fait après, en ayant des enfants, etc., bah, ils se retrouvaient un peu bloqués, et ils pouvaient plus le devenir. Puis le marché immobilier avait explosé. Du coup, je m'étais dit qu'il fallait quand même essayer d'investir assez vite. Et en fait, quand j'ai reçu ma première fiche d'imposition, je me suis dit que ça allait pas être possible de payer autant d'impôts. Et en fait, je m'étais orienté vers le Pinel. Ok, ben voilà, comme Vers quoi. le Pinel. Donc j'ai fait un achat neuf en fait en VFA, ce qu'on appelle. J'ai réservé le bien. En fait, je me suis formé à l'immobilier et c'est à la livraison de l'appartement, je me suis dit non, on va pas faire de Pinel. D'accord. Parce que du coup, j'avais forcément entre le loyer plafonné et puis ma mensualité de crédit qui était très élevée, en fait, ça allait me bousiller tout mon ratio Ouais, bien d'endettement sûr. pour la suite. Et en plus, tu dois le Donc, en fait, garder. Moi, j'en ai pas, mais c'est 9, 12 ou 15 ans, si je dis pas de bêtises. Hein. 6, 9 et 12, 6, je crois, à ouais. l'époque. Mais bon, t'as une galère dans la vie et tu peux pas le vendre, Ah non, c'est. ça peut vite être grave. Hein. Et du coup, t'as réussi à t'en Donc, débarrasser. et ben en fait, quand j'ai réservé le bien, j'avais pas encore choisi de faire un Pinel. Je me suis formé à l'immobilier et au moment de la livraison, je me suis dit bon, je vais faire la location classique. J'ai amorti pendant 2 ans et je l'ai vendu, tu vois, il y a 5 mois. Ok. Ah, tu peux choisir. En fait, moi, c'est vrai que je sais juste que c'est trop cher, les Pinel, souvent. Ouais. J'ai acheté plusieurs biens, des ex-Pinel. Alors ça, c'est hyper bien de trouver les anciens apparts de défis que t'arrives à les payer beaucoup moins cher que les gens les ont payés, en tout cas dans les villes. Ouais, 50 ou 60% de moins, c'est des soldes. Ah ouais, c'est vraiment les soldes. C'est vraiment les soldes. Et puis en plus, pour peu que t'aies les gens qui ont encore les locataires avec les anciens loyers, tu sais, ils sont pas trop exigeants. Et parfois, enfin, moi, je les ai jamais vus. Les vendeurs des appartements Pinel, c'était jamais des gens du coin. Et du coup, alors moi, j'achète les biens parce que je sais qu'ils sont dans des bons quartiers, mais t'as des villes où, franchement, si t'as jamais été enfin, je sais pas s'ils sont passés ou pas, mais en tout cas, ils ont payé beaucoup trop cher à l'époque. Le marché, il a monté depuis, et puis, mine de rien, ils s'y retrouvent quand même pas. Donc, en fait, tu peux choisir le Pinel jusqu'au dernier moment. Bah moi dans mon cas, ouais, c'était possible de le changer. Donc, Et du coup, en fait, j'ai réussi. Je m'en suis pas trop mal tiré parce que j'ai vendu quasi le même prix au final que j'avais acheté, sauf que j'ai amorti pendant 2 ans. ok. Et puis j'avais des grosses mensualités de crédit, donc ça m'a permis de récupérer un peu d'argent. Et t'as habité dedans ou tu l'as loué? Non, je l'ai Ok. loué. Et Je l'ai c'était loué. donc toi, t'es à Bordeaux. Ouais. Et tu peux Et dire l'appartement l'âge est à que t'as, Bordeaux. comme ça, on arrive un peu à se, Ouais, j'ai 29 donc, ans. 29 ans. Et donc ça, c'était il y a combien de temps? T'as dit il y a 4 ans. La livraison, c'était en 2019. Donc toi, ça va faire 3 ans. Et je l'ai vendu il y a un peu moins de 6 Donc, mois, en fin octobre. ça, c'était ton tout premier bien. Exactement, ouais. Et c'était, il y avait de la construction, je suppose, 1 an ou. Ouais, parce que je l'avais j'ai signé en mars 2018 et il a été livré en décembre 2019. Ok. Donc il y a eu 1 an et demi De. de construction, de finalisation de chantier. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, quand je me suis formé, entre la réservation et la livraison, Ouais. Tu t'es dit putain, qu'est-ce que je suis en train de faire là? ouais, en fait, j'osais pas trop. Il y avait des vidéos sur YouTube, le Pinel, et j'osais pas les ouvrir parce que je dis putain, j'ai fait une grosse connerie. C'est ça, t'as le biais de confirmation, tu sais. C'est comme, on va pas faire de polémique, mais les vaccins, c'était pour ou contre. Je suppose si tu regardes une vidéo contre les vaccins, après il va te proposer que des vidéos contre les vaccins et dans l'autre sens c'est pareil. Donc C'est ça. Donc je voulais rester un peu dans le déni. c'est ça. Mais bon, à un moment, faut se confronter parce que sinon, tu te prends une gifle, quoi. Et en fait, j'ai découvert la location de courte durée un peu à ce moment-là. Alors, je l'ai découvert. En fait, je le pratiquais à la fois titre perso quand je partais à l'étranger. Ok. J'ai pas mal voyagé. Maintenant, avec les compagnies low cost, en fait, on peut quand même aller dans les capitales européennes pour pas trop cher. Et c'est vrai que les hôtels, c'est pas
toujours abordable. Donc le Airbnb, c'est quand même une bonne solution. Donc j'avais déjà utilisé Airbnb, la plateforme, à titre perso et à titre professionnel aussi. Comme je me déplaçais des fois pour des séjours d'une semaine, par exemple, une semaine à l'hôtel, ça fait un peu problème de riche, mais en vrai, c'est ultra chiant parce que tu vas tout le temps au resto. Non, c'est vrai. Ta chambre, elle est toute petite, donc tu peux même pas limite. Même dans les hôtels classe, t'as pas de place en fait. Souvent, c'est ça le problème. Donc pour 1 ou 2 nuits, c'est très bien, mais en fait pour une semaine, c'est pas forcément adapté. Et je me rendais compte que j'avais loué des Airbnb des fois qui étaient pas super, soit pas au goût du jour en termes de déco, soit des fois qui étaient pas super propres ou dans des petites villes. Je dis, il y a forcément une demande parce que tu payes quand même un minimum de 30, 40, 50, 60 euros la nuit. Parce que t'as un prix un peu plancher, tu vas jamais louer une chambre pour 15 euros, enfin, pour 15 euros, même si la ville, elle est toute petite. C'est ça. En fait, c'est pas du tout corrélé entre, si tu regardes, par exemple, dans les villes qui sont chères, même à Londres, où, au final, le Airbnb, il est pas si cher. Tu vois, par rapport je sais pas, tu as payé une centaine d'euros la nuit, alors que si tu vas, je sais rien, moi, à Béziers, à mon avis, t'en as au moins pour 60, 70 euros pour un truc plus ou moins équivalent, quoi, alors que le prix au mètre carré, il doit être x10 ou x20 à Londres. Donc c'est comme ça que je m'y suis intéressé, en fait. Parce que j'avais plutôt vécu en tant que voyageur, et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire. Et c'est vrai que parmi les leviers qu'on connaît, enfin les 3 plus grands leviers, on va dire, de cash flow dans l'immobilier, t'as l'immeuble de rapport, la location courte durée, puis la coloc, on va dire. C'est vrai que la coloc, moi, je l'avais vécu, et c'était les endroits où tu fais tout le temps des soirées, parce que c'est les appartements les plus grands. Donc j'avais un peu de réticence. Les immeubles de rapport, bon, ça faisait un peu peur au début d'acheter tout un bâtiment et d'être responsable de tout. Du coup, bon, la location courte durée permettait d'acheter une petite surface, en fait, et de doper la rentabilité. Donc c'est comme ça que je m'y suis intéressé. Et du coup, t'as commencé par un appartement? Ouais. À Bordeaux ou en dehors? Non, en dehors. Sur une ville dans laquelle j'avais été étudiant, et en fait qui était étudiante l'été et saisonnière donc pour les touristes. Donc était étudiante l'année et saisonnière. L'année, et tu pouvais l'exploiter avec des touristes l'été, et le mois, enfin le prix du mois étudiant, c'était le prix de la semaine pour du saisonnier. Et en fait, les parents de ma copine faisaient ça depuis 25 ans. Moi, je l'avais vécu en tant qu'étudiant, parce qu'on se faisait sortir en fait de l'appart après le mois de mai ou le mois de juin, parce qu'ils voulaient le récupérer. Et en fait, mon bien allait s'autofinancer, parce que c'était une ville quand même qui était très chère, parce que j'étais à 5 000 euros du mètre carré. Mais le bien s'autofinançait si je faisais 9 mois étudiant, 3 mois de saisonnier. Du coup, j'y suis allé, et comme le saisonnier marchait super bien, je me suis dit, je vais essayer la première année de faire 12 mois en Airbnb. Et en fait, ça a cartonné la première année. Donc depuis, lui, je l'ai mis en location. Alors je l'ai trouvé après mon Pinel, entre guillemets, mais il a été livré avant. Comme j'avais beaucoup moins de travaux et que la transaction, ça allait beaucoup plus vite. Et lui, je l'ai mis en location été 2019, donc 6 mois avant la livraison du premier. D'accord. Et comment t'as fait pour les entrées-sorties? Du coup, t'habitais pas sur place? Non, j'habitais pas sur place, donc j'ai trouvé une auto-entrepreneur, en fait. Elle fait le ménage aussi? Ouais. Ok. Moi, je voulais avoir qu'un interlocuteur, parce que c'est vrai que en fait tout le monde ne fait pas tout. Des fois, il y en a qui veulent faire que les entrées, mais pas le ménage mais pas le linge de lit. Mais moi, je voulais vraiment qu'un interlocuteur. Et ma stratégie, c'était de faire appel à quelqu'un qui l'avait déjà fait. D'accord. Et t'as trouvé? Comme ça, j'avais pas besoin de la former quasiment. Et moi, j'ai pu vérifier les compétences de cette personne en appelant en fait des propriétaires avec qui elle travaillait, un peu comme un entretien d'embauche en fait. Quand on appelle les anciens patrons, c'est un peu pareil. Ok, super. Et tu travailles toujours avec elle? Non, j'ai pas mal changé parce que j'en suis à 4 ou 5 en 2 ans. Pourquoi? Parce que les personnes avec qui j'ai travaillé, souvent, c'était de jobs alimentaires. Donc, elles faisaient ça pendant 6 mois, généralement. Alors, je dis elles parce que j'ai travaillé qu'avec des femmes pour l'instant. Loin de moi l'idée d'être misogyne, mais... non, il y a pas de... Après, faut aussi voir parfois, il y a des métiers, il y a plus d'hommes, il y a des métiers, il y a plus de femmes, et puis parfois, il y a des hasards aussi, hein. C'est ça. J'ai interviewé Nicolas, Automatique BNB, lui, il a 25 biens, il disait qu'il avait que des hommes qui faisaient le ménage. Ouais, c'est comme ça, après, c'est l'offre et la demande, hein. Tu prends ce que tu trouves, hein. C'est comme ça. Exactement. Ouais. Et du coup, voilà, c'était des jobs alimentaires sur quelques mois, donc j'ai eu pas mal de prestataires, mais ça s'est toujours bien passé. Ouais. Pas comme moi là, je suis en train de péter un plomb j'ai des concerts. En fait, j'avais un concierge dans une ville. Franchement, je vais quand même raconter l'anecdote. Donc, j'avais un concierge. J'en parle dans
il y a un épisode que j'ai enregistré qui est pas encore passé, même, avec qui on s'est embrouillé et tout. Et puis là, on s'est aperçu qu'il avait mis, donc moi, j'ai récupéré mes clés, c'est réglé, mais en fait, je suis dans un groupe WhatsApp où tout le monde, a un peu vraiment une dent contre lui, même plus que ça. Et tout à l'heure, là, on vient d'avoir un vocal d'un gars du groupe et c'était, punaise, on a chopé les prostituées dans, il disait pas le mot prostituée en plus, sans doute. Dans l'appart, là, il y a les flics qui sont venus, c'est la descente, on cherche les traces à perquise et tout. C'était comme dans un film d'action, quoi. Et donc ça, c'était, et pour dire, lui, c'était le meilleur concierge qu'on ait eu. Parce que les suivants, ils sont encore pires. Alors, ils sont beaucoup moins magouillards, mais ils sont beaucoup plus nuls pour nous remplir les apparts, quoi. Parce que si tu laisses la gestion commerciale En fait, ouais, moi, je suis pas du tout sur place. À la base, je voulais tout déléguer. C'est vrai que quand j'avais l'autre, là, il était pas si cher. Il coûtait 15%, plus le ménage. Okay. Il faisait tout. Donc, quand ça se passait bien, on était contents, tu vois. Puis nous, on est en train d'acheter des apparts. On essaie d'en acheter le plus possible, entre guillemets, qui sont rentables. Donc, on essaie de se concentrer là-dessus plutôt qu'optimiser pour l'instant. Même si ce serait bien de tout faire en même temps, on n'arrive pas forcément à tout faire. Mais là, j'ai vraiment une équipe de bras cassés, quoi. Là, ils sont 3. Il y en a un, nous, on les a en Alsace, les biens. Il y en a un, il est à Montpellier, censé gérer les annonces. C'est horrible. L'autre, il est, je sais pas où, il est censé gérer la femme de ménage. Il fait que dalle. Puis voilà. Enfin, ils sont nuls. C'est comme ça. Ouais, parce que moi, j'ai gardé la gestion commerciale, en fait, et la personne avec laquelle je travaille fait les entrées, le ménage et le linge, et l'achat de consommables aussi. Mais c'est vrai que le gestionnaire, c'est l'élément clé, parce que s'il est très bon, ça va très bien se passer, et s'il est moins bon, c'est la cata. Et là, c'est la cata. Mais je pense que à terme, on va faire comme toi. On trouve quelqu'un qui fait les entrées-sorties ménage, et puis nous, on va gérer les annonces. On peut gérer ça, à mon avis. Ça prend forcément du temps, mais quand tu vois la différence c'est toujours pareil, quand t'as pas d'argent, là, le skin in the game, c'est ça. Quand t'as pas d'argent dans le truc, tu le fais moins bien. C'est ça. Mais j'ai une petite anecdote tu parlais de prostituées, c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même assez courant dans la location de courte durée. Et il y avait l'été dernier, il y a une fille, ou il y a 2 ans, il y a une prostituée qui a réservé. Et en fait, elle a envoyé par erreur ses tarifs à ma gestionnaire. Et du coup, ma gestionnaire, elle a demandé, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, la prostituée, elle a annulé direct, du coup. Et en fait, comme j'étais en condition, c'était un délai tout court et j'étais en condition d'annulation stricte, en fait, la nuit, elle m'a été payée à 100%. Voilà. Je pense qu'elle voulait pas avoir de problème. Tu m'étonnes. La nana, mais. Punaise. Elle a envoyé ses tarifs, c'était un film, quoi. Mais là, je peux raconter, genre, dans le groupe WhatsApp, du coup, t'as tout le monde là qui est, bon, nous, on est sortis du truc, on a sûrement perdu de l'argent parce qu'ils louaient sans nous le dire. Mais, du coup, l'autre soir, là, j'étais au resto, il y a plein de monde autour, et puis je vois qu'il y a plein de messages dans le groupe. J'ouvre et d'un coup, en fait, il y en a un, il avait pris un print screen de l'annonce de la prostituée, tu vois. Donc la nana peu vêtue comme ça. Et moi, je sais pas, tu sais, c'est les téléphones, on est tout le temps dessus. En fait, c'était flou, tu vois. Je clique dessus, ça charge la truc, ça l'ouvre en grand. Franchement, autour de moi, il y avait plein de gens, tu vois. Et ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre, les... Et bon. Voilà les joies de la location courte durée. C'est ça. Okay. Et du coup, donc là, c'était ton premier LCD. Et maintenant, après, donc franchement, t'allais assez vite depuis 2019. Ouais. Et là, maintenant, t'en as combien? Du coup, après, comme c'était un studio, j'ai décidé d'en acheter un deuxième, mais un peu plus grand, avec une chambre. Comme ça me permettait de louer à 4 personnes. Okay. C'est vrai qu'un studio, t'es quand même très limité, parce qu'à part les couples et les personnes seules, tu touches quasiment personne. Alors qu'avec un 4 personnes, ça va pas forcément coûter beaucoup plus cher par mois en mensualité de crédit, parce que le bien, il va pas non plus être beaucoup plus grand. En fait, tu vas gratter, tu vas avoir 10 ou 15 mètres carrés de plus. Par contre, tu vas toucher les familles, les amis, les collègues. Et moi, et puis pareil, quand tu divises le prix de la nuit, au final, quand tu divises par 4, même si la nuit est plus chère, ça revient à moins cher par personne. Donc ça peut te permettre aussi de faire un plus gros gap. Donc j'ai acheté un deuxième dans la même ville, mais comme la ville était trop chère, j'ai pas pu trop continuer dans cette ville, donc je me suis allé dans une plus petite et j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure, en fait, en achetant un petit immeuble de 3 lots, ce qui me faisait passer à 5 LCD du coup. Ok. Et cet immeuble vient juste d'être fini en travaux. Donc là, t'as pas encore commencé l'exploitation. Donc là, en fait, sur les 3,
Il y en a 2 qui sont exploités et je récupère le dernier normalement semaine prochaine. Il me restera à le meubler, donc je serai à 5 d'ici 10 jours. Ok. Et là, j'ai le LCD 6, 7 et 8 qui sont en travaux là. Donc maintenant t'as 8, enfin voilà, bientôt t'auras. D'ici juin, je serai à 8 normalement. Ouais. Ouais. Donc en 3 ans, 8 LCD. Exactement, ouais. Ouais. Donc ça commence à faire là. Hein. Ouais. Ouais. Et j'avais plusieurs questions. Tu sais, t'as parlé sur la première ville qu'il y avait une saison estivale et une saison avec les étudiants. C'est quoi à peu près le rapport de prix entre la saison estivale et puis la saison creuse? Comment t'adaptes tes prix? Alors moi, j'utilise un logiciel qui le calcule pour moi. Qui s'appelle Price Labs. D'accord. C'est c'est des gestionnaires de prix en fait en fonction de l'offre et la demande. Ils ont des algorithmes. Et puis ils connaissent les événements, je pense, les concerts, les trucs comme ça. Enfin. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et puis des fois, quand on n'est plus un peu trop à l'école, même les vacances scolaires, on oublie un peu quand c'est. Ouais. C'est clair. Réservations. Ouais. Et en fait, ils calculent vraiment tout. Même le week-end, ça va être plus cher, etc. Donc on peut mettre pas mal de paramètres. Et du coup, moi, je l'ai tout automatisé. Alors certes, ça me coûte à peu près 15 ou 20 euros par appartement. Donc par mois, multiplié par le nombre d'appartements, ça peut faire un budget, mais au final, je sais que je vais gagner, même des fois en une nuit, il va être largement remboursé. Okay. En fait. Et du coup, j'utilise ce logiciel pour adapter les prix, calculer. Et le rapport, ça va être, je vais peut-être entre la saison basse et la saison haute, il y aura peut-être 40% de différence. Okay. Ouais, c'est pas. Si je prends mon studio, par exemple, au plus bas, je vais louer 45-50 euros la nuit l'hiver par exemple, et je suis monté l'été dernier jusqu'à 80-85 euros. D'accord. Je pense que je peux faire un peu mieux parce que on est en période Covid et je pense que cet été ça va être intéressant. Super. Et ok. Et donc t'as une personne qui gère les 2 biens et une autre qui va gérer les 3 biens. Ouais, exactement, parce que c'est dans des villes différentes. Ouais. Et t'as déjà trouvé forcément le gestionnaire, si t'en as déjà 2 qui tournent. Ouais. Je l'avais trouvé bien avant. En fait, dès que j'ai signé le bien, en fait, je mets une annonce de recherche. Comme ça, en fait, ça me permet d'avoir un flux continu. Et en fait, mes annonces, je les supprime jamais. Tu mets une annonce sur Le Bon Coin, recherche autour. Ouais, alors Le Bon Coin, j'ai essayé, j'ai pas trop aimé parce que, c'est ça, je fais comme une recherche d'emploi en fait. Et Le Bon Coin, tu postes pas mal toi sur les messages que tu reçois sur Instagram. Et c'est vrai que franchement, c'est pas du tout qualitatif. Ouais. En fait, j'avais énormément de demandes sur Le Bon Coin, mais 90% c'était pas qualitatif. Les gens ils lisent même pas l'annonce et tout. Enfin bref, je perdais mon temps. Et moi, j'utilise une plateforme qui s'appelle Je me propose. Ok, ouais, j'ai déjà. Donc c'est un peu comme Allo Voisin. Ouais, tu peux aussi en avoir pour des gens qui font des petits travaux, des trucs comme ça. Exactement. Et j'avoue que Je me propose, j'ai beaucoup moins de demandes que sur Le Bon Coin. Par contre, c'est quasiment du 100% qualifié. Trop bien. Et en fait, comme je laisse toujours l'annonce tourner, en fait, j'ai toujours des demandes. Tu vois, j'ai 2-3 demandes par mois et ça me permet, le jour où j'ai du turnover, en fait, j'ai un stock de personnes à appeler. Et ça me permet d'enchaîner assez vite, en fait. Ouais, très bonne stratégie. Parce que sur Le Bon Coin, tu peux pas faire ça. Si tu dois gérer les gens. Et ok. Et tu peux donc les 2 biens que t'as, je suppose vu que les prix ils sont chers, tu dégages pas trop d'argent avec. Alors si je faisais étudiant et saisonnier, là j'étais à l'autofinancement et là j'arrive à dégager sur le studio, je suis à peu près à 300 net de cash flow et sur celui qui est plus grand, je vais être entre 600 et 800. Mais c'est un peu dur à dire parce que comme le premier a été lancé 6 mois avant le Covid et le deuxième a été lancé en juillet 2020 en plein Covid, en fait, je pense qu'en rythme de croisière, j'aimerais bien que les deux génèrent entre 750 et 1000 cumulés, ce serait vraiment chouette. Ok. Et là, sur l'autre projet, tu t'es censé avoir, en tout cas, au moins un pourcentage beaucoup plus de. Ouais, parce que là, alors, il y a beaucoup de charges, mais en mensualité, je suis à 700 sur l'immeuble et je prévisionne de générer 3000 euros de chiffre d'affaires. Et de sortir en net entre 1000 et 1500, parce que forcément, il y a beaucoup de charges avec beaucoup de ménages, etc. Mais... Ah, super. Ça fait quand même, au final, en 3 ans, alors c'est, chacun voit midi à sa porte, mais ça fait presque un salaire de, 1800 euros que tu sors, avec 3 ans d'investissement et sans les 3. Et ça fait quand même, et tu les avais avec ta compagne ou tout seul? Tout seul pour les 5 premiers, là, ceux qui sont quasiment tous loués, que j'ai acheté en nom propre. Et le dernier, l'immeuble dont les travaux ont commencé, je l'ai acheté en SCI. Donc le premier immeuble avait 3 appartements, le deuxième a aussi 3 appartements.
Et là, par contre, le problème, c'est quand je me suis fait licencier, en fait, j'étais en train d'acheter ma RP avec ma copine, donc ça s'est tombé à l'eau. Parce que forcément, licencié, plus de bulletin de salaire, donc plus finançable. Et j'avais créé ma SCI avec ma copine pour acheter le deuxième immeuble, sauf que pareil, je me suis fait licencier, donc le taux d'endettement de la SCI était très mauvais, parce qu'en fait, sur la SCI, ils prennent le taux d'endettement personnel. Et du coup, j'ai fait rentrer mes parents. Enfin, j'ai fait une AG pour faire rentrer mes parents dans la SCI pour que le taux d'endettement s'améliore, parce que mes parents ont une bonne situation. Et c'est comme ça que j'ai pu acheter l'immeuble. D'accord. Donc merci à papa et maman. Après, chacun prend les avantages qu'il a. Tu sais, on est dans un monde, t'as l'impression, de toute façon, les gens critiquent toujours tout. T'as des gens, ils sont bons pour faire des travaux. T'en as qui ont du réseau. T'en as qui ont de l'argent d'avance. L'important, c'est de maximiser, d'optimiser un peu ce qu'on a, tu vois. C'est ça. Mais t'auras toujours des gens, lui, il avait ça, lui, il avait ça, lui, il avait ça. Et, on fait rien, hein. Ouais. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus. Ah ouais, c'est ça. T'auras toujours plus riche que toi dans la vie, ça, c'est sûr. Et, non, voilà, c'est une bonne idée, en tout cas, pour les gens qui ont atteint peut-être le niveau d'endettement, parce que tes parents, tu les as pour la vie. Les potes, tu sais jamais, mais tes parents, normalement, ils vont pas te répudier, dessus. C'est pas prévu en tout cas. Surtout si tu leur dois de l'argent. Ok, donc ça, franchement, super parcours. Et t'as fait des travaux dans les deux immeubles? Ouais, il y avait le premier immeuble, il y avait quand même pas mal de travaux parce qu'en fait j'ai aménagé des combles pour faire le troisième appartement. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, et en fait il y avait un local commercial en bas qui était relié au premier étage. Donc en fait au rez-de-chaussée, j'ai dû changer de local commercial en appartement. Changement de destination ou d'usage C'est ça. Ouais. Au premier étage, rénover l'appartement, sauf qu'en fait comme c'était les commerçants qui habitaient en haut, il n'y avait pas de partie commune, donc obligé de créer des parties communes, plus aménager les communes. Ça faisait un sacré chantier. Et ce que j'avais pas anticipé, je me suis pris 6 mois dans les dents à cause d'Enedis. Ouais, les compteurs. Parce qu'en fait, je suis passé de 2 à 4 compteurs, fallait que je fasse une demande spécifique, etc. Et en fait, j'ai eu un interlocuteur, et j'en avais qu'un seul. Il m'a mis des bâtons dans les roues, et en fait, j'ai pris 6 mois de délai à cause de lui. Et c'était horrible. Ouais. Si tu parles de 3 000 € par mois, fois 6 mois, voilà. Tu sais combien il t'a coûté. Franchement, c'est horrible. Ouais. Et je me souviens, c'était à l'époque où j'avais perdu mon emploi, donc j'avais un peu de temps, mais pendant l'été, quasiment pendant 30 jours, j'ai appelé Standard matin et après-midi. Ouais, je transmets à la hiérarchie. Mais ils m'ont pas contacté, ça fait 1 semaine que vous transmettez, donc c'est bien. Non, ça rend fou. Et j'ai dûu attendre qu'ils partent en arrêt maladie pour avoir un autre interlocuteur pour que ça avance. Tu l'as tellement usé. Ouais, après, moi, je cours derrière un financement depuis juin. Là, on est en fait le 4 mars, là. Depuis juin, je cours derrière 2 financements, des apparts que je dois reprendre, qui valent le double du montant des emprunts. Et du coup, je voulais reprendre dans la même banque. Enfin, voilà. Et c'est toujours pas fait. Ça fait depuis juin, tu vois. Et j'avais la mauvaise interlocutrice et comme d'hab. Ça arrive. Et une fois, j'ai acheté un appart, ça m'est arrivé qu'une fois. En fait, on l'avait acheté, il était vide déjà. Moi, je vais toujours voir les appartements l'heure avant de signer. Et en fait, là, on signait un matin. L'appartement, quand on l'avait visité, il était déjà vide. Enfin, on l'avait visité une fois avec un locataire. Le locataire partait, on l'avait revisité vide. Et du coup, moi, je me suis pas inquiété. Je me suis dit, de toute façon, l'appart, il est vide. Et il y a eu une fuite dans le toit. Et après, en fait, maintenant, je le sais, on aurait pu suspendre l'acte. L'argent serait reparti à la banque. Bon, nous, déjà, on le savait pas. On a signé. Et puis en fait, l'ancien vendeur, il s'est occupé de tout, mais pendant 4 mois, parce que c'était en juin qu'on a signé, il fallait faire une AG pour faire réparer le toit. Forcément, il n'était pas d'AG, donc 4 mois dans le vent, quoi, à rembourser. C'est ça. Ça va vite. Hein. Ouais, t'es content. Hein. Et je crois que c'était 1 500 € la réparation, tu vois. Donc, franchement, à refaire, on l'aurait payé et puis location publique, franchement, tant pis, quoi. Ou alors on aurait vu après avec l'AG. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Et comment t'as géré les travaux? C'est à combien de temps de chez toi, l'immeuble? Les deux, ils sont pas dans je me mets en galère, mais ils sont pas dans la même ville. Ouais. En gros, je suis exposé dans 3 villes différentes et elles sont toutes à 1h30 de chez moi à peu près. Et
Et du coup, pour les chantiers, j'ai décidé de prendre un maître d'œuvre qui coordonne le chantier. Comme ça, moi, je fais une réunion de chantier avec lui et lui s'occupe du reste. Il a déjà son équipe avec laquelle il travaille régulièrement. Et t'en as trouvé, enfin, c'était assez rapide de trouver. Parce qu'en général, quand tu trouves, quand t'as des travaux à faire, parfois ça peut prendre du temps jusqu'à ce qu'ils soient libres. Là, ça allait. Ouais, parce que l'immeuble, moi, je l'ai acheté vide. Et puis, c'était l'agent immobilier qui m'a vendu le bien, qui m'avait recommandé ce maître d'œuvre. En fait, ça allait super vite. J'ai pas trop perdu de temps. Ce qui est bien, enfin, en tout cas, ce que nous on fait, là, ça arrivé aujourd'hui. Là, moi, j'ai fait une offre qui a été acceptée. Michel, il est retourné tout de suite avec notre artisan. Aujourd'hui, on n'a même pas encore signé le compromis. Comme ça, et là, il nous a déjà dit, voilà, en mai, il sera pas dispo. Donc, ce sera à partir de juin. Mais tu vois, on a même pas encore signé le compromis. Donc, le temps qu'on fasse tout, on va signer sûrement courant mai. Et puis, on sait que début juin, les travaux ils vont pouvoir commencer. Donc, ça, c'est... Ouais, faut anticiper parce que si on s'y inquiète une fois qu'on a signé, on est sûr de prendre un trimestre. Ouais, c'est ça. Mais là, ouais, ça peut, ouais, faut vraiment faire attention à ça. Ok, super. Et du coup, et ta SCI, elle sera à Liès, là? Ouais. Ok. Elle sera à Liès, non. On peut basculer peut-être sur ce que tu fais maintenant. Ton activité donc on a vu que t'as été, tes patrons t'ont remercié parce que t'avais trop bien travaillé. Et donc, un truc comme ça, ouais. Donc, ils avaient peur de pas pouvoir suivre, tu vois. C'est comme si mon associé me propose 200 lots de meubles, je vais dire non, tu vois. Je vais dire, je vais pas y arriver. Toi, ça devait être ça. Tu faisais quoi comme métier, en fait, là-bas? J'étais responsable commercial. Je m'occupais de la partie physique, on vendait du textile. Et on avait des magasins et on revendait aussi en B2B à des magasins qui revendaient au client final. D'accord. On m'occupait de commerciaux et de boutiques. Ouais, je faisais beaucoup de. C'est une des raisons aussi pourquoi j'ai voulu partir. Je faisais beaucoup de route, de management et ça ne correspondait pas forcément. Ouais, gérer des gens, je pense qu'on a tous eu un peu comment dire, les films hollywoodiens, ou je sais pas, où tu vois le grand patron qui gère les gens, c'est ça l'aboutissement d'une vie. Mais une fois que tu commences à gérer des gens, tu vois que c'est pas du tout drôle, en fait. Hein. C'est vraiment vraiment pas un truc cool. C'est bon pour l'ego. C'est comme le baby-foot. C'est bon pour l'ego pendant une semaine et puis après, tu te rends compte. Ouais, puis à l'école, on te dit souvent faut être manager, mais c'est pas forcément la position idéale parce que t'es un peu enseigné. Ouais, c'est ça. C'est. Et puis t'entends aussi les gens qui disent ouais, je gère une entreprise, je gère 500 personnes. Mais ça, c'est du mensonge. En fait, le mec, il gère 10 personnes, qui après gère d'autres personnes, qui gèrent d'autres personnes. Mais personne ne gère 500 000, 2000. Ouais, c'est pas possible. C'est ça, tu peux pas... C'est comme les grossistes en drogue, tu vois. Je pense que c'est la même pyramide. Ok. Et donc, une fois que t'as été licencié, et donc, tu as pu rebondir quand même, tu as trouvé une autre activité plus en lien avec l'immobilier. Ouais, exactement. Ce que moi, quand j'ai recherché à rebondir, que tu le dis à l'instant, je voulais rester dans l'immobilier pour lier l'utile à l'agréable, parce que moi, je me suis pris un peu de passion pour ça quand j'ai investi à titre personnel. Puis je me suis dit que ce serait un super moyen même pour moi, de progresser et de continuer d'apprendre, etc. Et j'avais fait quelques entretiens, etc. Mais la majorité, c'était quand même des jobs d'indépendants ou d'agents commerciaux. Et souvent, c'était sur Bordeaux pour de la résidence principale. Et moi, ça me faisait un peu peur parce que vendre une résidence principale, c'est pas comme un investissement locatif. On est quand même beaucoup plus exigeant. Bordeaux, c'est ultra bouché. Donc, je me suis dit, il y a des gens qui sont installés depuis des années. Créer le réseau, ça va être quand même super dur. Et puis, c'est pas forcément moi ce qui me plaît dans l'immobilier. Ça va pas être l'achat de résidence principale, c'est plutôt l'investissement locatif. Tu fais pas tu sais, moi, quand tu regardes les émissions d'immobilier, c'est toujours, et là, la terrasse, ouais, je vois trop les barbecues ou les apéros. Les gars, ça m'est arrivé 2 fois dans l'année, tu sais, à vendre toujours les mêmes trucs et tout. Puis si c'est pas bien exposé, on n'achète pas et tout. Enfin, l'enfer. Et du coup, moi, sur mes derniers sur la majorité de mes acquisitions, j'ai toujours eu des difficultés à obtenir mes prêts bancaires. Et c'est mon courtier qui m'a sauvé sur les 2 immeubles et un des appartements. Et en fait, lui est spécialisé, enfin eux, parce qu'ils sont 2, sont spécialisés dans l'obtention de crédit, mais surtout pour des investisseurs.
Et en fait, généralement, les investisseurs, ils achètent plusieurs biens, donc ils ont fait plusieurs crédits avec ces courtiers. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à demander s'ils n'avaient pas des biens immobiliers à proposer. Et au final, moi, je suis arrivé un peu à ce moment-là, et ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe. Donc aussi avec ce statut d'indépendant qui me permet de garder une certaine liberté, parce que je voulais pas non plus redépendre de la hiérarchie de sitôt avec ce qui s'était passé. Et moi, ça me permet de faire ce que je faisais déjà à titre perso pour des investisseurs. Et après, vous vendez une sorte de package, en fait, quoi. Enfin, c'est le bien plus le financement. Enfin, c'est au choix, je suppose. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça peut l'être, effectivement. Donc, aujourd'hui, il y a la prestation de recherche de biens qui peut venir avec le financement ou les deux indépendamment. Les gens peuvent aussi trouver le bien de leur côté et venir pour le financement et vice-versa. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que moi, j'avais un peu peur. Moi, ma crainte en commençant ce métier, c'était que tout le monde allait vouloir du 10, 12, 15% et de me dire, mais ça va être super dur, etc. Surtout qu'en plus, avec un intermédiaire, il y a quand même une commission supplémentaire. Donc, sur des petits projets, ça vient quand même rogner sur la marge. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient investir dans l'immobilier, mais qui cherchaient pas forcément une rentabilité de dingue, mais plutôt quelque chose de sûr, de quasiment clé en main, qui prenait pas beaucoup de temps. Ok, super. C'est là où je me suis rendu compte aussi que les investisseurs, un peu comme nous, on n'était pas non plus la majorité de ceux qui investissaient dans l'immobilier, mais on avait aussi beaucoup qui voulaient avoir un placement un peu tranquille dans une ville sans prendre trop de risques et qui cherchaient pas à avoir 500 € de cash flow par mois avec un bien. Ouais, c'est ça. C'est vrai que parfois on a tendance, on a un peu ce biais. Après, on a tous, tu vois, t'es sur Instagram, on a tous à peu près le même âge, on a tous à peu près les mêmes exigences et tout. Et puis et moi, en fait, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai visité un bien, c'était 93 000 €, je crois. Et il a été loué 600 hors charge. Donc la renta, ça allait, mais c'était pas incroyable. Et en fait, je savais que ça se louait un peu plus que ça, mais du coup, j'ai un tout petit peu hésité. Mais il était déjà loué depuis 7 ans et tout ça. Donc les gens, je me suis dit, ils vont rester. Ça m'a fait un peu, voilà, il en manquait un peu pour moi. Et en fait, après, j'ai appelé l'agent le lendemain. Et puis il m'a dit, il y a des gens, ils ont acheté le bien cash, tu vois, enfin, tu vois, c'était complètement, pour nous, une stratégie complètement inenvisageable d'acheter un bien cash déjà loué avec un truc. Ils ont dit oui, c'est des personnes un peu âgées, ils veulent ça pour leur retraite. Après, ils ont dû se dire ouais, on a 100 000 balles de côté, on veut rentrer 600. Enfin, t'as beaucoup de gens qui ont un peu du mal entre les gros montants et les montants par mois. Tu vois, à faire le distinguo. Ils ont dû se dire voilà, c'est pas mal, c'est loué. Et puis toi, tu peux pas. Après, d'un côté, on peut pas. Enfin. Chacun a ses armes, tu peux pas lutter contre ça, entre guillemets, t'es bloqué. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de sociétés qui proposent du clé en main et qui se développent depuis quelques années. Puis même le crowdfunding immobilier, je pense que c'est aussi un peu un moyen aussi pour les gens d'investir dans l'immobilier sans se prendre trop la tête à faire les recherches, etc. Après, ça peut, ouais. T'as du bon et du moins bon, Moi, par exemple, tu vois, j'ai pas d'immeuble. C'est un peu un choix, puis un peu aussi que vu que je cherche pas à en avoir, j'en trouve pas. C'est un peu. Mais alors après, ça dépend des zones et tout. Moi, dans les zones où j'investis, les immeubles coûtent plus cher par appart que les apparts seuls. Donc, genre un appart, ça coûte 100 000. Un immeuble de 4 apparts, ça coûte 500 000. C'est comme ça, c'est pas les mêmes acheteurs. J'ai fait un mème là cette semaine sur les investisseurs parisiens. Tu sais, pour nous c'est un synonyme de pigeon, tu vois. Enfin, je pense que eux on vous embrasse les Parisiens, mais chez nous, tu vois, c'est ça. Comme quand tu vas à Paris, on te dit ouais, j'ai vendu à un Japonais. Tu sais, le gars qui t'alpague dans la rue, ouais, ça, je l'ai vendu 40 € à un Japonais il y a 10 secondes. Nous, tu vois, dire investisseur parisien, ça veut dire, ouais, il y a un gars, je vais pouvoir lui vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. Mais en tout cas, ouais, exactement. En tout cas, je vois, ce qu'il y a, c'est que je pense, faut quand même, à mon avis, garder en tête que quand tu achètes un bien qui a peu de renta, il a quand même de la valeur si tu l'as bien acheté. Et après, tu le revendras quand même avec cette valeur. Et si tu vas trouver un immeuble à 12% de renta, 15% de renta, tu vas pas demain le vendre à 6% de renta, tu vois. Enfin, je veux dire, si tu vas payer 300 000, si sur le marché, même s'il est 2 fois plus rentable que le reste, qu'un appart tout seul, tu vas pas le vendre le double. Enfin, je pense qu'il y a un peu faut garder ça en tête. Et beaucoup de gens, ils veulent des biens qualitatifs. T'as aussi plein de personnes qui ont du cash, tu t'en rends pas compte, mais
Enfin, C'est sûr. Hein. Il y en a qui savent pas quoi faire de ouais, leur c'est argent. ça. Donc si je sais pas, si t'as 100 000 euros de côté, que tu fais des emprunts qui te coûtent 500, que tu loues 500, donc nous c'est des rentas sur lesquels on va pas en général, mais Mm. jusqu'à bouffer les 100 000 de côté, tu vois, ça va leur durer des années, et puis le bien il sera remboursé et tout ça. Donc C'est c'est chaque ça. fois un peu, ça dépend de ton profil, quoi. Quand t'as 30 ans, t'agis pas comme quand t'as 60. 40, 50, 60. Ouais. Ok. Et du coup, c'est à peu près quoi donc les gens à qui tu trouves des biens, c'est pour faire du meublé, de la LCD, du nu, qu'est-ce que tu trouves Alors comme on bien? a, ouais, aujourd'hui il y a deux types de clients en fait avec qui je travaille. Ça va être soit les primo investisseurs, donc ils réalisent un premier achat immobilier. Donc là généralement on va sur des budgets, on est en dessous des 100 000 euros tout compris, Hmm. et on cherche plutôt, comme c'est de l'achat généralement en nom propre, du meublé pour des raisons fiscales. Et ensuite le deuxième profil, ça va être des investisseurs qui sont un peu plus avancés, qui cherchent des immeubles et qui veulent plusieurs lots, D'un coup. 3, 4, 5 lots selon les villes et la zone de recherche de chacun. Et on part plutôt, généralement, c'est vraiment de la location meublée. On a là aujourd'hui, alors on parle, j'ai très peu de clients qui veulent acheter en société. Donc c'est vrai, fiscalement, faire du nu, à moins qu'il y ait énormément de travaux, c'est rarement la bonne option. Hmm. Donc, Donc c'est sur du meublé. Ouais. et c'est vrai que ça coupe de pas mal quand même de biens, parce qu'il y a énormément de biens qui sont loués en nu. Ouais. Et eux, bah en fait, je fais quasiment une croix dessus systématiquement. Ouais, c'est ça. Et nous, bah, tu vois, quand le bien dont je te parlais là, le Libo 600, ça va, il y a personne qui va, enfin, il doit pas y Faut y avoir aller, 10 000 ouais. personnes qui courent dessus. Nous, on a acheté en société. Et puis, en fait, puis à mon avis, les gens se sont même pas posé la question, tu vois. Après, c'est après, quoi. Moi, je parle avec un gars, là, en fait, il habite à l'étranger. Et puis, il s'est rendu compte, il a juste un bien, tu vois, c'est pas du tout son activité. En fait, il s'est rendu compte qu'il était imposé 2 fois. Il louait un bien en nu, peu rentable. Il gagne très bien sa vie. Donc, à mon avis, il est à la tranche au moins à 40%, je pense. Mm. Plus les prestations sociales. Et en fait, il le remet dans sa déclare à l'étranger. Donc, ça se trouve, en fait, il paye en Wow. impôts ce que touche en loyer. Si tu veux, il gagne tellement, Oui, ça m'est il quasiment s'est pas rendu pas compte. rendu compte. Mais il me dit, ouais, je crois quand même que, je dis, mais punaise, mais vends-le, ce truc, il n'apporte rien. Et... Ah bah, c'est des bons problèmes, hein, si, si tu te rends pas compte que ouais, tu payes quand tu payes 100% d'impôts, 100% d'impôts sur ton loyer. t'as réussi ta vie, là. Ouais. Et, ouais, du coup, pour le meublé, vous allez jusqu'à quelle surface? Parce que moi, par exemple, j'ai un T3 en meublé, mais je sais que c'est à peu près la limite, je pense. Ouais, même T3. Et Ouais. encore, en T2, fait, généralement, j'ai mis c'est T1. un genre de bureau, salle à manger. En fait, je le loue que à des personnes seules ou à deux, quoi. Hmm. Non, c'est plutôt sur des petites surfaces, T1, T2, beaucoup. T3, ça devient, Ouais, il y a beaucoup bah, moins c'est de monde. plus Hein, de la ou coloc, alors mais t'as c'est des très cassos. spécifique. Ça arrive aussi. Enfin, Hmm. ok. Puis, faut pas sous-estimer, mais le mobilier, ça a quand même un certain coût. À fond. Et Et du c'est vrai temps. que meubler un T3, T4, ça coûte quand même cher Euh, payé. et ça prend du temps. Je sais pas, vous, du coup, Hmm. vous faites les travaux, qu'est-ce que vous faites, en fait? Pour l'instant, c'est pas Ouais. compris dans la prestation, mais c'est vrai qu'on a pas mal de demandes et puis bon, dans la société, on a investi aussi chacun de notre côté, donc on a des contacts avec différents artisans. C'est vrai, à qu'à terme, on sait que si demain on peut vendre des prestations supplémentaires Du type M. sur peut-être de la gestion de chantier ou bon, j'ai pas trop maîtrisé, mais même de la déco. Non, mais c'est vrai que ça a son importance. Et les meubles, moi, j'en ai trop marre des meubles, hein. Franchement, il y a, j'essaye, des apparts meublés, j'en ai encore quelques-uns, mais, je me rappelle en juillet avoir monté des meubles à 23 heures, tu sais, avoir la sueur, là, qui te tombe du nez, t'en peux plus, et puis le lendemain, t'as les visites, tu sais, en général, moi, je chine le vendredi, et puis le samedi, je fais les visites, tu sais, et puis entre les deux, à monter les meubles en C'est la speed. course. Ouais. Puis le lundi, tu vas à la déchetterie, t'as la voiture, elle est pleine et tout. Enfin, Et puis les notices, elles sont pas toujours ouais, ouais. bien expliquées. Enfin, c'est pas pour faire de la pub pour Ikea, mais Ikea, je trouve que c'est pas trop mal. Mais quand tu vas chez les autres Ouais, magasins de meubles, ouais, mais c'est l'enfer. ouais. Hein. C'est horrible. Les vis, elles rentrent pas dans les trous. Si tu sais pas bricoler, Ah. Mais c'est clair, tu vois, souvent les canapés, je les achète d'occasion. Non Mm. seulement c'est moins cher, mais au moins, j'essaie de prendre des trucs qui sont bien. Mais au moins, il est déjà monté le truc, quoi.
Franchement, tu gagnes un temps fou. Une fois, j'en ai acheté un. Le mec, il habitait dans la rue de l'appart, tu vois. Du coup, je lui dis, ouais, mais je suis tout seul. On l'a porté comme ça dans la rue. Et puis, il me l'a aidé à me le mettre dans mon appart. Ah non, les meubles, c'est un vrai. Et puis, c'est un coup quand les gens, ils sortent, t'as forcément. Là, ça m'est arrivé il y a 2-3 semaines. J'ai fait une sortie. Tu sais, t'as la vaisselle. Bah, forcément, il en manquait. Les draps, les coussins. Le gars était là depuis 3 ans. En fait, tu peux tout balancer. Enfin, tu peux les changer, les gens. Voilà, tu peux pas. C'est pour ça aussi qu'il faut des apports rentables, parce que sinon, voilà, c'était limite et que après tu dois ressortir 500 € à chaque fois que t'as une entrée-sortie, ça va vite, quoi. C'est clair. Ok. Et les financements, vous pouvez avoir quoi comme, enfin, tu sais, on se pose un peu la question. Je crois que maintenant les courtiers, si je dis pas de bêtises, les banques peuvent plus les rémunérer, non? Il y a un truc comme ça. Ouais, alors, ouais, en fait, c'est un peu la particularité des collègues avec lesquels je travaille. En fait, ça dépend comment tu travailles avec les banques. Mais là, dans notre société, on passe pas par les prescriptions. Et en fait, les prescriptions, c'est quand tu as des accords nationaux, si je dis pas de bêtises, avec les banques, et qui là, elles peuvent te rémunérer. Donc en fait, le courtier va être rémunéré 2 fois, une fois par le client et une fois par la banque. Et là, c'est pas le cas sur ce que nous on fait. Enfin, moi, je dis nous pour la société, moi je fais pas de courtage, mais ils vont directement pas passer par, on va dire le siège de la banque, mais agence par agence en fait. Comme si toi tu te demandes en fait. C'est ça. Et en fait, là, du coup, la banque ne va pas les rémunérer et ils vont se rémunérer avec une commission que l'investisseur va payer. Et l'adage un peu, c'est vaut mieux être un gros client d'une petite banque que le petit client d'une grosse banque. Et en fait, la stratégie, c'est d'aller comme ça dans des banques de plus petites villes en fait qui ont de la bande passante. Et en fait, ça leur permet de passer plusieurs dossiers dans la même semaine. Et en fait, ça va super vite. Je prends même mon exemple personnel sur la SCI. L'accord, je l'ai eu en 1 semaine. Ok. Et l'offre de prêt? J'ai pas eu. Après, il fallait éditer les offres, etc. Mais l'accord, je l'ai eu. Elle me l'a sorti en moins d'une semaine. Et c'est quand même assez rare. Bah, bien sûr, ça. Et du coup, ça veut dire que t'as envoyé qu'une fois les documents? Non. Ouais. Non. Parce que la banque a été réactive, mais il faut savoir que j'avais galéré avec une autre banque avant. Et je crois que le dossier, on l'a mis à jour 3 fois. Sauf qu'on était 4 dans la SCI, donc ça veut dire tout x 4 en fait. Les bulletins de salaire, les relevés de compte, etc. C'était horrible. Ouais. Bah moi j'ai en fait là mon emprunt qui tourne depuis juin, j'avais tout donné. Et puis début d'automne, j'ai touché de l'argent, j'avais vendu un appartement, j'ai balancé plein de trucs sur plein de plateformes de crypto, sur les trucs, plein de trucs foireux quoi. La banque elle me dit, pouvez-vous nous renvoyer les extraits bancaires? Franchement, j'ai vu les trucs, c'était des milliers d'euros qui partaient dans tous les sens, des trucs à Chypre, en Lituanie, en Estonie et tout. Je sais pas, ils ont pas tiqué, je pense principalement ils regardent quand même le solde à la fin parce qu'ils passent dedans. En fait, c'était, je pense, en 5 ans, la pire période pour me demander des trucs, quoi. Il manquait juste les sites de Paris, tu vois, et c'est bon, j'étais cramé. Et le casino, un samedi à 2h du matin. Voilà, c'est ça. Et, ok. Et combien ça coûte quand on passe par vous, du coup? Sur la prestation de chasseur de biens, c'est 5% TTC du montant du bien. Et sur le courtage, c'est 2% du montant du bien. Du montant du prêt. 2% du montant du prêt. Ouais. Okay. Et qu'on essaye même pas qu'on essaye, mais qu'on amortit en fait dans la négociation. Donc sur 100 000, 2000 quoi. Sur le taux, etc. Enfin pour que le client s'y retrouve au bout du compte. Mais au final, le crédit, on va pas le garder 20 ans. Donc en fait, la prestation, si elle est inclue dans le crédit, en fait, on paye jamais vraiment tous les honoraires. Ouais. Enfin, tu les débourses pas, en tout cas, ouais, c'est sûr, en une fois, et puis tu les récupères quand tu revends, etc. Ouais, je vois bien. Exactement. Et si les biens que tu trouves, c'est via des agents, ou comment tu fais, en fait? Les deux, ça peut être les deux. Okay. Ouais. Soit via des agents, soit en direct, qui est toujours le mieux. Hein. Enfin, pour toi, réseau, ouais, du coup. Ok. Ah, bah, cool. Et les rentas que tu arrives à obtenir sur du meublé, enfin, c'est de quel ordre à peu près? Renta, nous on se met une limite à pas être en dessous des 8% brut. Ok. Et après c'est vrai que j'aime bien croiser renta et cash flow parce que on peut avoir une bonne rentabilité sur le papier, mais si par exemple dans une copro t'as des charges énormes, en fait le cash flow il va pas être génial.
Alors par exemple sur une maison où il n'y a pas du tout de charge de copro, une moins bonne renta sur le papier peut dégager un meilleur cash flow. Donc on essaye de croiser les deux, mais on essaie toujours d'avoir du cash flow positif à minimum. Ouais, c'est ça, il faut bien s'en rendre compte et il faut aussi s'en rendre compte sur les biens pas chers. Moi, c'était mon tout premier épisode de podcast. Là, j'ai un bien que j'ai payé 23 000 euros. Alors, si tu regardes à un moment, j'ai fait même de la LCD. D'ailleurs, je suis avec les concierges là en carton là dont je parlais. Et quand ça tournait, parfois, je sais pas, je devais tourner à 20% de renta, tu vois. Mais au final, en euros, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 200-300 euros de cash flow, tu vois. C'était pas énorme. Après, j'ai dû faire des travaux dans cet appart et c'est un studio. Voilà, une cuisine. Au final, ça coûte le même prix que ce soit un studio ou quoi. Et en fait, les chiffres de renta, ils veulent rien dire, tu vois. Et à côté de ça, j'ai un appart qu'on a payé. On a payé quoi? On a payé 98 000. On le loue 750 sans les charges, tu vois. Et en fait, en renta, t'es pas genre au 10% ou quoi, mais tous les mois, t'as quand même ça te rembourse déjà 500 euros d'emprunt. Et puis après, ce qui te reste, voilà, parce que l'autre, je rembourse même pas 100 euros par mois. Donc au final, je capitalise jamais, tu vois, sur ce bien, quoi. Ouais, parce qu'on parle beaucoup, c'est vrai, de cash flow, et je trouve que t'es un peu un peu d'accord avec cette vision-là, c'est que t'as l'amortissement qui est, au final, c'est la plus grosse part du gâteau, donc. Ouais, c'est ça, t'as l'amortissement et puis la prise de valeur. Si l'immobilier, si l'immo, il prend 20% sur mon appart à 23 000, ça va me faire quoi? Je vais même pas m'embêter à le vendre, tu vois. Je veux dire, je vais prendre 4-5 000 euros. Après, donc ouais, c'est les biens pas chers, c'est là où il y a de la renta, mais c'est pas, après, c'est un équilibre et c'est aussi je pense à différentes phases de ton investissement. Au début, je pense qu'il faut vraiment quand même essayer de trouver des biens assez rentables. Et puis après, pour enchaîner. Au bout d'un moment, ton patrimoine, il mature, je sais pas comment on dit. Et puis, ok. Et ok. Et du coup, les projets pour la suite, toi, tu vas déjà, je pense, finir tes trois appartements LCD. Ouais, c'est ça. Là, faut que je meuble le dernier là du premier immeuble. Ouais. Après, j'en ai 3 à finir en travaux. Et en fait, mes premiers biens avaient été achetés en nom propre et je suis en train de les apporter dans une société. Et donc fiscal, pour que ça va changer un peu mon exposition fiscale. Pourquoi je fais ça? Pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, c'est qu'en fait, je suis en train de passer LMP. Et si on passe LMP, on peut avoir le chômage qui saute, les allocations. Ah, parce que là, du coup, vu que t'es indépendant, tu te payes pas, je suppose. Exactement. Pour l'instant, je me paye pas, donc je vis avec le chômage, grosso modo. Et en passant LMP, ça peut être sucré, donc ça change quand même un peu la donne. Et c'est vrai que la société permet quand même de passer pas mal de frais dessus, etc. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Et à voir si je peux pas réemprunter aussi avec la société plus rapidement que si j'achetais en nom propre, parce que le calcul du taux d'endettement n'est pas forcément le même. Il n'y a pas forcément de calcul d'endettement d'ailleurs à affiner, mais moi c'est ça, sur les SCI, on m'a jamais parlé de taux d'endettement, hein. Vraiment. On m'a parlé par contre d'exposition en euros, tu vois, sur ta tête. Ça je sais que voilà, à partir de quelques centaines de milliers d'euros, au bout d'un moment l'agence elle est un peu voilà. Elle sait que il y a du risque. Elle sait qu'il y a du risque. C'est pour ça, ne mettez pas sur Facebook vos soirées déjantées. Ouais. Mais non, ouais, c'est vrai que les SCI, on m'a jamais parlé de taux d'endettement. Et puis j'avais interviewé un banquier là, Christophe. Il m'avait effectivement dit, en tout cas, que les recommandations là du HCSF, dont les prêts DPE, tu vois, en fait, dans l'IMO, t'as des thèmes comme ça, tu vois. Là, en ce moment, tout le monde, c'est les DPE. Là, j'ai mis un appart en vente. En fait, je sais pas si je vais le garder ou le vendre. Je l'ai mis en vente pour un peu tester. Et tout le monde, DPE. Tous les gens, ils me demandent ça. C'est plus important que l'adresse, t'as l'impression. Et j'ai sorti j'ai une chaîne YouTube là depuis quelques semaines. Et la vidéo que j'ai sortie hier, c'était sur les DPE aussi. Ouais. Et j'ai fait des petites recherches. Et en fait, je suis pas du tout d'accord avec la réforme. Et comme quoi, en fait, déjà, ils avaient repoussé les dates durant lesquelles on pouvait plus louer les passoires énergétiques, donc F et G. Et en fait, en me renseignant, il faut savoir qu'en France, il y a 4 millions de personnes qui sont considérées comme mal logées. Ok. Soit qui sont SDF, soit qui sont dans des logements insalubres, etc. Et
les logements F et G, aujourd'hui, c'est 5 millions de logements. Sauf que 5 millions de logements, ça se trouve, ça touche 10 millions de personnes parce que bien sur sûr. les familles, etc., ils sont plusieurs par logement. Donc, ce qui veut dire que si la réforme, elle est appliquée telle quelle, demain, tu passes peut-être de 4 à 10, voire 15 millions de Français mal logés. Pour moi, ça me semble totalement impossible. Il y a plein de trucs qui vont pas. Nous, moi, je suis dans l'Est, il y a eu beaucoup de reconstruction dans les années 60, 70 et tout. Et j'ai vu un article. Alors, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas tout creusé, mais j'ai vu sur un site qui avait l'air sérieux, je sais plus lequel, qu'on avait 60%, moi, presque tous les biens que je visite, il y a au moins du E. On a genre 60% du parc qui est quasiment E, F ou G. Alors des G, il y en a pas trop, mais des E, des F, il y en a tout le temps. Dans la même copro, j'ai déjà eu du D et du F dans la même copro. Et puis une fois, moi, j'écoute pas mal d'émissions scientifiques, la méthode scientifique, que je vous recommande comme podcast. Et ils avaient interviewé un gars, et en plus, c'était un peu quelqu'un qui s'occupait de la rénovation énergétique, qui avait une sorte de gros assaut, je sais pas quoi, en France. Il expliquait que le pays qui respectait le mieux les normes de rénovation et tout, c'était les Allemands, et qu'ils arrivaient à rénover sur un objectif de 1 million de logements par an, 60 000. Donc 6% de l'objectif, et c'était les meilleurs en Europe. Et ils disaient que nous, on était de l'ordre de 30 000, qu'il faudrait, en fait, pour les objectifs, je sais plus, 2050, il y a peut-être 20 millions de logements en France. Donc, tu vois, ça fait à peu près 700, 800 000 en France, et qu'on était à 30 000 ou 40 000. Et déjà là, t'arrives pas à avoir un artisan pour te changer un placard. Ah oui, mais c'est moi, je suis, mais après, c'est vrai que ça nous impacte vraiment. Quand tu veux vendre un bien, c'est vraiment un truc qui est pénalisant à fond. Et puis t'as plein d'apparts, il y a pas de solution. Moi, je suis désolé, il y a pas de solution. Tu peux donner 20 000 euros, tu t'arriveras pas à faire, je sais pas, t'as des apparts en pierre de taille et tout, ils vont pas faire d'isolation extérieure. Tu peux pas mettre, là, bon, c'est pas drôle, mais nous, ils ont fermé les centrales. C'est la guerre en Russie, enfin, Russie-Ukraine. Et à un moment, les gars, va falloir choisir sur quel son combat, le combat. Mais bon, on verra bien. En tout cas, moi, c'est vrai que les biens que j'ai j'en ai en E, j'en ai même en F. Bon, j'ai pas de G. Enfin, j'ai souvent des EF, je sais pas, c'est pas des... Et tu vois, c'est tout bête. Là, mon appart, il est EF, il est F dans les émissions. Si vraiment on m'embête trop demain, je vais faire quoi? Je vais mettre des radiateurs électriques, quoi. C'est tout bête, mais ouais, super les gars, là. Super l'écologie, quoi. J'ai des radiateurs qui fonctionnent. J'ai changé la chaudière il y a 2 ans dans cet appart. Puis je vais devoir mettre des radiateurs électriques. Ouais, c'est toujours nous qui trinquons alors que on va aller faire des JO sur de la neige artificielle ouais, c'est ça. Et une coupe de monde de foot. Au Qatar, climatisé. Ouais. Mais ce sera l'hiver, ça va, ce sera l'hiver. Puis j'ai vu que je crois que c'était quoi la compagnie Lufthansa qui annonçait qu'elle allait faire voler 18 000 avions vides juste pour garder les lignes. Et toi, tu dois trier tes déchets et mettre des radiateurs. Ouais, c'est bon, les gars. Il y a un moment, il faut. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai entendu, justement, dans une émission scientifique, alors après, on va arrêter de la psychologie de comptoir, mais que les déchets des ménages en France, ça représentait en poids 7% des déchets totaux du pays. Et qu'un des plus gros déchets, c'est la construction, justement, que c'est genre 30 ou 40% du poids. Donc, ouais, on va rénover en cassant des trucs. Enfin, bref. Ouais, c'est une galère. Ouais. Ok, écoute, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, sinon j'ai des questions de la fin. Je pense qu'on a fait un bon petit tour de ton activité. Ouais, je pense. Avant que je pose les questions, du coup, si on veut te contacter, je suppose dans la région bordelaise. Ouais. Comment faire? Sur Instagram, c'est où je suis le plus présent. C'est libre.monsieur. Et sinon, j'ai un site, c'est monsieurlibre.com. Ok. Et une chaîne YouTube aussi depuis quelques semaines. Ça crée. Ouais, de toute façon, je te taguerai et tout quand je posterai l'épisode. Donc, pour terminer, allez hop, j'ai 4 questions. Ouais. La première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je crois que c'est la seule que j'ai pas préparée. Bon, alors on va. Mais c'est bon, je l'ai en tête. C'était dans ma précédente expérience d'ailleurs. Il y avait un des collaborateurs qui avait dit: on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. Ouais. Ah ouais, super. Et ça peut être on peut un peu le placer sur de la négociation, par exemple. Si on ne demande pas, on pourra jamais négocier.
Et je fais le parallèle aussi, on a parlé un peu de l'activité professionnelle. C'est pareil, si vous demandez pas une augmentation, je vais revenir sur le rapport de force qui est un peu sur l'employeur et le salarié. L'employeur, il a pas intérêt à vous augmenter si vous travaillez plus et mieux. Ouais. Parce que vous augmentez la productivité et la rentabilité. Donc, n'hésitez pas à les demander. Donc voilà, vous pouvez demander. Puis ça fonctionne dans pas mal de choses de la vie, hein, mine de rien. Hein, même dans le couple, hein, je suis pas conseiller conjugal, mais voilà. Si tu veux que ton conjoint il fasse un truc, le mieux c'est de lui demander. Sinon, ça lui tombera pas du ciel. Ok. Si je te donnais 100 000 euros tout de suite, qu'est-ce que t'en ferais? Alors, je commencerai par rembourser ma conjointe qui m'a dépanné pour le dernier rapport que j'ai dû faire en SCI. Ok. Est-ce qu'elle t'a demandé de la rembourser? J'ai dit, Madame, pouvez-vous m'aider? Et comme je dis, peut-être me faire plaisir aussi, puis remercier mes parents qui m'ont aidé à soulever le crédit. Et donc ça, j'utiliserai 20 000 euros sur les 100 000. Après, j'utiliserai 50. Soit, alors je connais pas trop les manières de lever de l'argent en société commerciale parce que je l'ai pas encore, mais peut-être à intégrer dans la société pour l'utiliser en tant que levier pour faire un plus gros projet immobilier, peut-être de hauteur de 500 ou 600 000, qui me permettrait de faire un bon gros immeuble et vraiment faire que de la location courte durée, pour vraiment là avoir assez pour que moi je puisse, ma copine puisse arrêter de bosser par exemple et qu'on se concentre là-dessus. Donc une grosse partie là-dedans. Sûrement 20 000 euros en ETF, un truc assez passif sur les marchés financiers. Et je garderai 10 000 pour m'amuser. Je m'intéresse depuis quelques semaines, même si je trouve que c'est un peu une bulle sur les NFT. Je pense que j'essaierai de m'amuser un peu là-dessus, parce qu'il y a des résultats qui sont assez aberrants. Tu t'es lancé, t'en as acheté et tout déjà? Des petits, ouais. Mais je suis surtout dans des groupes. En plus, c'est un peu, je sais pas si tu l'as un peu suivi, mais c'est sur des groupes Discord. Je connais assez bien. Puis en fait, j'avais interviewé Nathan là de My Seed Advisor, et donc il te propose, c'est un abonnement payant. Tu peux, ils te donnent des pistes pour les cryptos, et puis ils ont aussi un truc NFT auquel j'ai souscrit. En plus, ça coûte quand même un peu d'argent, et j'ai pas encore, mais franchement, j'ai un peu du mal à sauter le pas. En plus, tu vois, t'en as en gros que tu payes en Solana et t'en as que tu payes en Ether. Plus ou moins, ceux en Solana, ils ont tendance à pas trop performer, qui sont payables, en gros. Et ceux qui sont en Ether, franchement, ils montent les trucs. Ouais, acheter ça. Mais c'est genre 3 Ethers, tu vois, 3 Ethers, je sais pas combien ça vaut aujourd'hui, mais c'est au moins $10 000. Et, putain, tu vois le truc, tu te dis, après, il dit, ouais, j'ai revendu 6 Ethers. Mais, je sais pas, franchement, j'y viendrai, je pense, mais là l'autre fois j'avais vraiment j'étais sur OpenSea là, le site le plus connu là. Il y avait un truc, c'était pas les singes, c'était un truc et puis c'était déjà 700 ou $800. Je dis mais t'es sérieux, t'es vraiment en train de vouloir acheter ça? Tu sais, quand je fais mes mèmes pour Insta, là, je télécharge plein d'images dans tous les sens, un peu qu'avec zéro valeur, quoi, entre guillemets. Et là, t'es là, putain, $700 pour ce truc, mais qui va me racheter ça? Mais qui va, tu sais, rien que l'offre et la demande, comment ils vont se croiser, encore, là, on a la chance que tout soit sur OpenSea. Enfin, c'est vraiment eux qui ont le leadership là-dessus, mais après, t'as quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de frais. Surtout sur les terres. Ouais. Et en fait, ceux qui gagnent beaucoup d'argent à coup sûr, ça va être les artistes, parce qu'ils touchent des royalties sur chaque transaction. Donc eux, ils vont prendre 5 à 10% à chaque fois, mais les frais de transaction sur le réseau Ethereum, puis surtout que généralement, les gas fees, comme on appelle ça, ils sont pas au même prix selon l'offre et la demande. Donc si tu te pointes à une heure où tout le monde fait des transactions et que tu veux vendre ton truc, tu peux payer des fois pour une transaction à 500 ou $600, tu peux payer $200 de gas fees. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Ceux qui pensent que les cryptos c'est l'avenir. Bon, moi, j'ai une certaine croyance dans les cryptos. Mais les gars, moi, j'arrive à faire un virement pour 0 €, hein, alors que acheter et j'arrive à payer des billets d'avion, sans frais. Et quand c'est 1 € de frais, tout le monde est crié au scandale. Et là, punaise, sur le réseau Ether, c'est scandaleux. Ouais. Donc, forcément, ça doit se mettre encore en place. Mais ouais, c'est NFT, le métaverse et tout. Franchement, j'ai un peu du. Au début, je voulais acheter j'aurais aimé acheter un appartement dans le métaverse. Mais au début, je savais pas qu'il allait avoir plusieurs métaverses. Je me suis dit, ouais, laisse tomber, c'est le bordel, faut miser sur le bon truc.
Ah ouais, non, c'est compliqué. Et puis j'avais, je sais pas s'il en a parlé, mais ouais, je parlais avec un gars de la crypto là, assez qui est quand même bien dans le game là, parce que du coup j'avais été chez Just Mining, donc de là j'ai eu pas mal de contacts et il m'a dit qu'en fait il avait parlé à un gars de chez Facebook et que en fait quand Facebook, en fait on parle du métaverse depuis qu'ils ont changé de nom. Mais visiblement, Facebook, ils avaient pas du tout anticipé que ça allait prendre des proportions comme ça et ils sont pas du tout encore dans le, enfin, je dis pas qu'ils sont au point zéro, mais jamais de la vie, tu sais, ils ont changé de nom un peu. C'était un peu marketing, quoi. Puis depuis, tout le monde parle que de ça. Franchement, tu savais le changement de nom, t'achetais n'importe quel NFT, c'est un monde qui est dingue. Franchement, c'est un monde. Et au moins, tu vois, ça monte, ça baisse. C'est vrai que là, on en parlait avec mon associé, quand t'achètes de l'IMO, là, au moins, c'est sûr que les gens, ils vont continuer à habiter quelque part, quoi. Le métaverse, enfin, je sais pas qui. Franchement, c'est trop dur à dire. C'est trop dur à. Pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas, mais. Je sais pas, je pense que ça va aussi causer un peu des problèmes parce que bon, les NFT, je pense encore plus que les cryptos, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de très jeunes. Ouais. Et en fait, les très jeunes, ils vont être très rapidement habitués à gagner des grosses sommes ou à perdre des grosses sommes, etc. Et quand tu vas leur dire, bon, bah, maintenant, tu vas aller bosser pour 1 500 ou 2 000 par mois, ils vont faire la gueule. Ouais, c'est clair. Bah là, c'est sûr que là, j'ai fait un épisode, que j'ai pas encore publié avec, parce qu'en fait, je vais partir en vacances 2 semaines. Du coup, j'enregistre 3 épisodes, donc le tien. Hier, j'ai enregistré avec un joueur de poker pro. Il habite au Cambodge. Et il m'a dit, il a une nounou pour sa fille. Il a dit, quand je vois ce que je paye la nounou versus l'argent que je balance, enfin, que je balance, c'est son métier, tu vois, mais qui met dans dans ces trucs de poker, enfin, tu vois, ça a aucun sens, quoi, là. T'as quelqu'un qui élève ton fils ou ta fille, et tu lui donnes par mois 1% ou 0,5 Ouais, c'est comme ça. Et c'est sûr que je sais plus, visiblement, aux États-Unis, avec le boom des cryptos, ils ont eu pas mal t'as des gens, des artisans, des trucs comme ça qui ont fait plein d'argent et puis qui veulent plus aller changer à des toilettes, quoi. Et je veux bien le croire, hein. Franchement, ça me fait causer des trucs. Oui, ils avaient fait face, je crois, cet été à une vague de démission aussi aux États-Unis. Puis t'en as, je pense qu'ils ont vu que ça faisait que monter. Ils se sont dit, ouais, ça peut pas baisser, c'est comme le biais que t'as avec les Pinel. Tu sais, les gens, dès que tu pars, t'as quelqu'un, il a acheté des bitcoins, il va te dire, ouais, bitcoin 100 000, bitcoin à 100 000 et tout. Mais mec, c'est juste parce que t'es dedans. Ça peut aller à 100 000, ça peut aller à 10 000. Ce qui est sûr, c'est que ça a déjà été à 10 000. À 100 000, ça y a jamais été, quoi. C'est ça. Bon. Ok. On a digressé et tout, c'est pas grave. Là, on a dépensé les 100 000, hein. Ouais, non, tout plaqué, là. Là, il me reste plus rien, là. T'as mis la daronne à l'abri. Ok. Est-ce que t'as une obsession? Ouais, depuis quelques temps, parce qu'on approche de la trentaine, hein, on commence à réfléchir différemment. Mais c'est de pas... c'est un peu une angoisse, mais c'est de pas passer à côté de sa vie, dans le sens où je me refuse un peu de me dire un jour qu'à peut-être maintenant, je veux faire un truc, je peux le faire, mais je le fais pas. Et qu'en fait, quand j'y repense dans le futur, bah, c'est trop tard pour le faire. Et tu vois, avoir des regrets un peu comme ça, c'est un peu l'obsession, une angoisse même. Et c'est un peu paradoxal parce que tu dis, si tu fais que angoisser, bah, en fait, tu profites jamais vraiment de la vie et du coup, bah. Mais je pense que c'est un peu tu vois, moi, j'ai des gens, et je pense que voilà, après, c'est les hasards de la vie, mais je connais des personnes qui sont très bien avec ce qu'ils ont, tu vois, qui ont pas je suis pas jaloux, mais tu vois, parfois je vois ils ont vraiment une quiétude et quand je les fréquente, ça me fait du bien parce que moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à être dans le présent, tu vois. Là, c'est tout bête. Je te dis, je pars 2 semaines en vacances. Je suis en train d'enregistrer les 3 podcasts parce que je veux qu'ils sortent. Hier, pour être caché, j'ai un tout petit truc au bras. Enfin, en fait, je me suis levé, j'ai enregistré le podcast et en fait, j'avais eu un petit truc au bras, une petite opération et tout. Et je finis le podcast et je me dis, putain, mais en fait, il y a un problème. J'ai dû retourner à l'hôpital. C'était pas grave, tu vois. Mais quand même, j'avais enregistré mon épisode en mode, je fais mon truc, je dois le faire et c'est comme ça, tu vois. Et après, je suis là, oh putain, merde, c'est quand même bizarre. Donc, ouais, voilà, t'as des gens, ils vivent avec le vent et tout. Enfin, je sais pas comment dire. Et puis ça leur va bien, quoi. Et nous, on est tu dois être un peu comme, voilà, on veut tout prendre, on veut faire le max possible et puis. C'est vrai qu'au début de la vie un peu de l'investisseur, comme on construit un peu notre boule de neige, bah t'es quand même obligé de faire un peu des sacrifices pour plus tard. Mais
Après, tu te rends compte que quand tu as atteint les premiers objectifs, tu en as d'autres. Donc, en fait, c'est toujours à plus tard. Ah ouais, c'est toujours un peu... Et c'est pas évident, je trouve, de trouver le bon équilibre. Ouais, c'est sûr, on le cherche tout le temps. Et puis, ouais, c'est pareil. Je pense que t'as plein de trucs. Toi, t'as tes LCD. Moi, je vois, je charge la mule à fond, tu vois. Enfin, je veux dire, d'abord, j'avais mon emploi. Après, là, je suis en train de finir de publier mon 2e livre. Les podcasts, les trucs. On veut faire beaucoup. Et franchement, tout ce que ça m'a apporté, tu vois, là. J'ai rencontré plein de gens. Bah, là, on parle et tout. Si j'avais pas, hier, tu sais, j'avais le joueur de poker du Cambodge. Le truc, c'est quand même un peu improbable, tu vois. Ouais, ça va jamais arriver autrement. Ouais, donc, et je suis trop reconnaissant et trop content d'avoir tout ça. Mais après, c'est sûr que parfois, il faut se poser, puis avec les téléphones. Tu vois, je te parlais du concierge fou, là. J'étais dans un groupe, je sais pas si tu vois, là, j'ai 40 notifs, 40, genre, pendant qu'on enregistre. Je sais pas ce qui leur est arrivé, mais bon. Ok. Une histoire à découvrir dans le prochain podcast. Voilà. Ok. Et dernière question, est-ce que tu as un invité à me recommander? Ouais, alors je crois que t'avais déjà fait un sondage sur Instagram, je crois que je t'en avais déjà parlé, je t'avais répondu, enfin bref, ça fait quelques semaines, c'était Maxime Langlais. Mais et en fait, quelques temps après, t'avais fait une story où t'as dit ouais, faut payer pour avoir les personnes en interview, et je me suis demandé si c'était pas lui, tu vois. C'était lui, ouais, c'était lui. On était sûr. C'était lui. C'est vrai que je le connaissais pas. Du coup, j'ai pas compris que je parlais à une célébrité, quoi. Et donc. Ouais, il a fait un peu de télé, etc. Mais c'est vrai qu'il a un parcours où il a beaucoup bossé notamment dans le bâtiment pendant 10 ans. Là, il travaille même plus et je sais qu'il fait des investissements locatifs et qu'il en parle pas du tout. Donc, j'aurais pu trouver ça intéressant. Ah ouais, ça aurait été sûrement. Après, c'est pas lui que j'ai eu en direct. J'ai eu genre une agence de com, je pense, qui a même pas dû comprendre le concept du podcast. Ça, t'avais pas de bougies à vendre ou j'avais pas de fiti ou de trucs, des trucs pour abdos là. Ouais. Non, j'ai pas passé assez de temps sur Wish et AliExpress pour trouver le produit. Enfin. Dommage. Ouais. Bon, sinon, j'avais pensé à une deuxième personne. Bah, c'était mon collègue, là, Lucas, qui est courtier. Ouais. Alors, je crois que tu as déjà interviewé des banquiers. Ouais, bah, courtier, je serais super intéressé, ouais. Parce que comme c'est pas tout à fait le même métier. Et puis, comme je disais tout à l'heure, en fait, ils travaillent pas directement avec les gros sièges ou les prescriptions, comme on appelle ça. Et surtout de banque en direct, en fait, pour avoir une relation un peu plus humaine et puis ça permet d'avoir des offres plus rapides et de construire la relation dans le temps, parce que vaut mieux, je vais le répéter, mais être un gros client d'une petite banque qu'un petit client. Ah ouais, non, mais ça c'est vrai, c'est partout. Enfin, dans la vie, c'est souvent comme ça. Hein. Si tu regardes, ouais, ok. Bah écoute, super, tu pourras me laisser ses coordonnées et puis je ferai un épisode avec lui. Je pense que c'est super intéressant parce qu'au final, le financement, c'est le nerf de la guerre. Hein, faut le dire. Moi je le dis toujours. Ouais. Faut le dire ce qui est, parce qu'au final, en gros, on achète de l'argent à 1%. Donc à la limite, tu te dis si tu avais un financement illimité, tous les biens immo à 3-4%, bah ils seraient rentables quoi. Si tu pouvais faire du in fine et puis payer que les intérêts et tout le temps te financer, bah ça dans un monde parfait, ça fonctionnerait. Je pense que ça ferait un peu du mal au marché immobilier, ça ferait une bonne petite bulle quoi, mais ouais. OK. Parce que trouver des biens, bon, c'est pas forcément le plus facile, mais ça se trouve. Mais alors le financement, c'est sûr que comme tu dis, ouais, c'est le nerf de la guerre, parce que t'as beau avoir le meilleur bien, le plus rentable du monde, si la banque elle te suit pas. Ah ouais, c'est ça. T'es auto-entrepreneur, t'as trouvé un bien à 20%. Si tu viens de commencer, laisse tomber, quoi. La banque, elle va dire, je m'en fous. Ouais. Ah, c'est ça. Ok, super. Bah, je pense qu'on a fait un bon tour, là. 1h13. François, j'étais super content de t'avoir sur le podcast. Et, est-ce qu'on peut se voir quand on viendra à Bordeaux, là, avec, sûrement qu'on va voir Théo? Avec plaisir. Ouais. On prend le rendez-vous. Hein. Et voilà. On sera là. Ok, nickel. Top. Et voilà. Bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Ciao. Ciao.